Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les âmes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. On entend dire, on lit dans la presse que la Belgique, que Bruxelles sont des réalités multiculturelles. Eh bien, je vous propose à notre émission d'aujourd'hui de réfléchir sur cette notion de multiculturalisme. Je vous retrouve avec mes invités dans un instant, après notre générique. Eh bien, pour nous parler de multiculturalisme, d'interculturalité, ce sont deux concepts qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui et de comprendre, j'ai deux invités. D'abord, Marion Lemaire, vous êtes députée au Parlement bruxellois, vous êtes aussi chef de groupe MR au Conseil communal de la ville de Bruxelles. Alors, mon deuxième invité est Georges Verzin, vous êtes échevin de l'instruction publique et de la culture à la commune de Schaerbeek. Et vous avez réfléchi l'un et l'autre, parce que vous êtes confrontés, bien sûr, dans votre pratique quotidienne à ces notions, multiculturalisme, interculturalité. Vous avez réfléchi à ces notions et je vous invite aujourd'hui pour essayer qu'on défriche un petit peu les choses. Alors, Marion Lemaire, qu'est-ce que c'est que le multiculturalisme ? Alors, évidemment, nous sommes dans une région où d'emblée, c'est le constat qui est fait. Vous prenez le métro, vous entendez parler toutes sortes de langues, et tout étranger peut se sentir à l'aise dans Bruxelles par ce fait-là. C'est bien ça. C'est bien, c'est une richesse. C'est une richesse. Parce que la diversité est une richesse. Mais, attention, si on veut créer une société, il faut un socle commun de valeurs auquel ceux qui nous rejoignent dans notre ville s'y installent, doivent adhérer. Et donc là, c'est le rôle des pouvoirs publics que de fixer ce socle commun de valeurs et d'en fixer les balises aussi. Je dirais un peu, un migrant qui arrive, c'est comme un enfant qui arrive dans une famille. Parce qu'un pays, c'est une famille. Et autant la famille donne à l'enfant un certain code de conduite, des valeurs, une façon de se comporter, eh bien autant ce pays doit fixer aussi ses balises. Et là, en Belgique, on se demande si tout a toujours été fait. Donc c'est vrai que ce que Marion vient de dire est tout à fait pertinent, mais je pense qu'il faut bien pour monsieur et madame tout le monde fixer les concepts de base. La multiculturalité, comme on vient de l'exprimer, c'est clair, c'est un fait, c'est une donnée. C'est la présence sur un territoire donné de personnes, de communautés issues de cultures différentes. Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites culture, vous pensez à culture historique, à culture religieuse, à tradition familiale, personnelle. Donc, de toutes origines, de toutes ethnies. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, au-delà de culture. La culture, c'est l'ensemble de ce qu'on emporte avec la semelle de ses souliers, je dirais quelque part. Ah oui, ça c'est une expression imagée qu'on comprend. Je pense que c'est très fort de savoir que notre pays a connu plusieurs vagues successives d'immigration. Je pense, avant la Première Guerre mondiale, les Polonais notamment, puis les Italiens, puis les Espagnols, puis les Turcs, les Marocains, maintenant les pays émergents de l'Union européenne, de nouveau les Polonais, les Hongrois, et le monde entier finalement, puisque Bruxelles est devenue une capitale internationale, mondiale, dirais-je. Et donc, cette multiculturalité est un fait. Alors, le multiculturalisme, c'est tout à fait autre chose. C'est un concept anglo-saxon qui dit que ces cultures doivent être respectées dans leur intégralité, dans leur intégrité complètement. Et on juxtapose les populations d'origines différentes les unes
à côté des autres avec leur propre système de valeurs. Quand bien même celui-ci viendrait en contradiction avec le système légal, constitutionnel du pays accueillant. Et donc, le multiculturalisme, c'est évidemment un problème, puisqu'on voit en Angleterre, mais aussi au Canada, aux Pays-Bas, ce à quoi ça mène, puisque ça permet au particularisme de se développer, et particulièrement au particularisme religieux d'émerger et de contester ce qui est du domaine de la loi, et donc clairement la séparation entre l'Église et l'État. Et je pense que ça n'aboutit pas, en tout cas, à un système qui permet la rencontre, qui permet l'échange. Parce que quand vous parliez de richesse, la richesse, elle vient de là, elle vient de l'échange. S'il y a juxtaposition sans échange, il n'y a pas de richesse. Et l'échange peut se faire à partir du moment où il y a un socle de rencontre. Et le socle de rencontre, ce sont les valeurs universelles. Alors moi, je n'aime pas les discours qui disent « oui, mais ces valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est une grille de lecture occidentalisée ». Non, les valeurs universelles, ce sont les droits de l'homme, c'est la Convention des droits de l'homme. Je pense que quand on dit le droit à l'éducation, l'égalité homme-femme, c'est pas occidental, ça. Je pense que c'est le monde entier qui peut se revendiquer de la Convention des droits de l'homme. Il y a des pratiques culturelles, enfin prenons des exemples concrets. Il y a des pratiques culturelles, notamment dans certains pays africains, où l'excision des petites filles est une chose imposée, qui va de soi. Oui. J'imagine que vous, qui êtes une femme, vous ne pouvez pas accepter. Je lisais encore un témoignage d'une femme kenyane qui disait « J'étais petite fille et j'avais une vénération pour me faire couper ». Elle avait été éduquée dans cette vénération, c'était important. Elle a assisté à une excision. Elle en a été guérie, elle est devenue maintenant la porte-flambeau de toutes les femmes qui militent dans le monde pour avoir le droit de gérer leur corps et non de se faire imposer ce type de pratique barbare. Et c'est là où on trouve des discours hypocrites, y compris dans notre société, pour dire oui, mais n'imposons pas notre grille de valeurs. Je regrette. Quand la Fédération des gynécologues belges n'a pas voulu se prononcer, contrairement aux gynécologues français, par rapport à la nécessité de légiférer pour interdire les reconstitutions d'hymen ou la délivrance de certificats médicaux pour attester de la virginité. Je pense qu'ils ne prennent pas vraiment leurs responsabilités quand ils disent oui, mais nous ne voulons pas imposer notre grille de valeurs. Ce n'est pas une grille de valeurs que de soumettre la femme à cette vision autoritaire et d'attenter à sa dignité que de la soumettre à un examen médical pour lui délivrer un certificat. Et je pense que là, on doit aller plus avant au niveau légal, au niveau des interdictions, pour fixer des balises claires, à la fois au milieu médical et au milieu de l'enseignement. Et là, il faut être clair aussi par rapport à tous les signes. On les a appelés les signes ostentatoires religieux. Je pense aussi que certains sont nettement des atteintes à la dignité féminine et sont des objets de discrimination sexuelle. Donc je crois que ce que Marion vient de dire est effectivement fondé. Je crois que la ligne de partage entre ce qui est, je dirais, acceptable et ce qui ne l'est absolument pas, c'est une ligne de lecture qui se place exactement sur l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, entre ce qui est émancipateur et ce qui est régressif. Et si on ne respecte pas ça, on s'enferme dans un prisme qui admet au nom de la tolérance toutes les intolérances, mais qui conduit, comme le dit très bien Nadia Geert, au lieu de l'acceptation de la différence, on arrive à la différenciation des droits. Et ça, c'est totalement inacceptable, évidemment. Il y a quand même un chemin, une différence fondamentale entre l'excision et le port du voile, par exemple. Mais cela vise la femme. Et on se rend compte, quand il y a cristallisation identitaire, c'est souvent la femme qui est visée. C'est souvent la femme, le maillon faible qui va être, sur lequel va se focaliser la différence. Et la différence,
ce sera le voile. C'est-à-dire que la signification du voile, c'est désigner la femme comme un objet sexuel, puisqu'il faut, par le voile, la masquer à la concupiscence du mâle, puisque c'est ça la signification du voile. Moi, je n'admets pas vraiment, quand on compare le voile à la kippa, par exemple, la kippa est mise aux petits garçons juifs pour les placer sous la protection de Dieu. Mettre un voile sur le corps d'une femme, c'est pour la cacher au regard de l'homme. C'est ça la signification du voile. Alors on peut tourner autour et évoquer d'autres motifs religieux, mais je ne pense pas que cela figure tel quel dans le Coran. Oui, mais on pourrait dire qu'il y a différenciation entre les hommes et les femmes dans le monde juif, les hommes portant une kippa, les hommes et les femmes dans le monde musulman, les femmes portant un voile. Le motif n'est pas le même. Le motif n'est pas le même. À partir du moment où on désigne la femme comme objet sexuel, on la discrimine. Quand on place un petit garçon sous la protection de Dieu, ou quand un sikh, par exemple, met un turban, eh bien, ça le vilirise, ça le positionne socialement. Je ne pense pas que la femme se positionne socialement en se masquant. Oui, Georges Berzin. Je pense qu'elle se positionne, on la positionne socialement, dans une position d'assujettissement et de dépendance vis-à-vis de l'homme. Donc, finalement, le voile, ça n'est jamais que l'expression du machisme ordinaire, et qui est délibérément entretenu. Et c'est la raison pour laquelle, notamment dans les écoles de la commune dont je dirige le département d'instruction publique, je pense que l'accent majeur premier doit être mis sur l'émancipation des jeunes filles. Parce que, vous savez, quand un mâle jouit d'une rente de situation, je suis désolé de le dire, mais il en profite. Il en profite. Et donc, quand on voit que génération après génération, les jeunes garçons d'origine musulmane, au lieu de prendre femme ici dans le pays, des jeunes filles qu'ils ont côtoyées à l'école, avec lesquelles ils ont fait leurs études, s'en retournent. Des voisines, des cabines de classe, des gens du quartier, d'autres origines éventuellement que la leur, puisqu'ils ont été en relation. Quand on voit qu'ils font délibérément leur famille, ou leur environnement, ou la pression sociale, fait en sorte qu'ils aillent chercher femme au pays, et qu'ils ramènent une dame qui est généralement illettrée, qu'ils mettent dans un appartement, je caricature à peine, et qu'ils les enferment, ils leur font des enfants, on prend une antenne parabolique où on n'entend que des émissions en langue arabe, et puis l'enfant ne scolarisé qu'à partir de 6 ans sans maîtriser le moindre élément du français. Eh bien, on se rend compte à quel point le désespoir de nos enseignants est grand, puisque c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, à chaque fois, il faut recommencer le même processus. Alors que pendant le même temps, le mâle qui jouit de cette rente de situation, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, évidemment, il est parfaitement intégré. Il sort, il va au café, il rencontre d'autres femmes, il trompe joyeusement la sienne, mais comme elle est confinée chez elle, elle n'a évidemment pas le droit à l'expression. C'est ça qui doit cesser, clairement, et c'est pour ça que moi je dis, l'émancipation viendra des femmes essentiellement. Mais vous avez déjà vu dans les voitures, et parfois de très grosses voitures, des hommes avec des Ray-Ban, des grosses montres, le col ouvert, et à côté, cette petite chose toute noire et couverte. Moi, comme femme, je ne peux pas rester indifférente à ça. Ça me touche, mais profondément. Je ne peux pas accepter ça dans ma ville. Et je ne peux pas non plus accepter qu'il y ait des politiques qui cautionnent ça, qui ne réagissent pas, qui disent non, ça ne va pas, on ne peut pas le tolérer. Parce que, comme Georges Berzin parlait du mâle qui va se marier à l'étranger, il y a aussi la jeune femme qui sort de Bloom ou qui sort de Cateau et qui, par après, régresse, qu'on marie, dont on reconstitue l'hymen éventuellement, remboursé par la mutuelle, 90 € l'intervention, et il y en a une par semaine à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Eh bien ça, moi je ne veux pas cautionner. Je ne veux pas le cautionner. Alors on dit, et j'ai rencontré une gynécologue à César de Pape qui me dit, oui mais quand une femme me dit, je suis en danger, je le fais parce que c'est ça ou le canal. Alors oui, alors là je veux bien entendre ça, parce que je pense que dans la relation médecin-patient, il y a une relation de confiance, il y a une relation de confidentialité. Donc je ne veux pas aller jusque-là à interdire à un médecin d'agir en âme et conscience à un moment donné. Mais je pense quand même que le responsable politique, en légiférant, décharge le milieu médical de tous les choix.
Et je pense que de la même façon, donc juridiquement, légalement, par des lois qui sont votées au Parlement, comme on s'apprêtait à voter la loi sur la burqa, l'interdiction de la burqa en espace public, eh bien, on doit voter en communauté française l'interdiction du voile à l'école pour empêcher cette pression du religieux sur le milieu scolaire, sur les directeurs d'école, les responsables de notre enseignement. Absolument. Je crois que ça, c'est important. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est vrai que 95% des écoles, des établissements en communauté française interdisent ce port du voile, mais je pense que le politique, jusqu'à présent en tout cas, n'a pas pris clairement ses responsabilités. Ce n'est pas, comme dit Marion Le Maire, ce n'est pas de la responsabilité ni d'un pouvoir organisateur, on peut le faire bien sûr, mais il ne faut pas que le voisin fasse autrement que l'un, parce que sinon, on répercute évidemment le poids. Oui, on focalise, et voilà, sur exactement. Et donc, on crée des ghettos. C'est pas ça que nous voulons du tout. Au contraire, je pense qu'il est de la responsabilité du politique, comme Marion Le Maire vient de l'exprimer, de faire en sorte que la pression sociale qu'ils exercent à l'extérieur de l'école ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'école. Et qu'on fasse en sorte que celles qui revendiquent de ne pas porter le voile soient effectivement protégées. Parce que si on ne le fait pas, elles subiront effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le poids du machisme ambiant et la pression sociale. Et donc pour que l'école puisse absolument rejoindre ses objectifs émancipateurs et permettre à tous les jeunes, qu'ils soient de garçons ou filles, d'atteindre l'universalisme que nous préconisons, il faut évidemment les libérer de tous les carcans religieux et interdire, je crois, l'immixtion des prescrits religieux, quels qu'ils soient, que ce soit le voile, que ce soit l'alimentation différenciée comme la viande halal, dans l'établissement scolaire. C'est la condition sine qua non du mieux vivre ensemble. Alors vous êtes l'un et l'autre des responsables politiques, vous détenez l'autorité publique. Est-ce que vous êtes entendus ? Eh bien, certainement, Georges Verzin peut l'être au niveau de l'exécutif de Scarbeck. Oui, il a la responsabilité de l'éducation dans une commune. Dans une commune. C'est une commune. C'est une commune. Donc, et je pense que le travail qui y est fait est un bon travail. Oui, mais je veux dire, au niveau Scarbeck, du Parlement, les choses sont plus longues. Je venais d'en parler au niveau du Parlement fédéral. La Belgique s'apprêtait à être le premier pays à faire ce pas. Malheureusement, BHV a eu le pas sur la burqa. Ce qui est déplorable, mais j'espère qu'on avancera, et j'espère qu'on avancera au niveau fédéral comme au niveau régional. Je pense que des législations doivent être prises, j'en parlais par rapport au certificat de virginité ou par rapport à la reconstitution d'hymen. Parallèlement à cela, il faut aussi que toutes les politiques d'intégration avancent, et donc notamment les parcours d'intégration. C'est quelque chose qui n'existe pas encore ou insuffisamment en région bruxelloise et aussi en collaboration avec la Wallonie, puisque c'est surtout dans les compétences scolaires. Ce sont des choses où on doit avancer, parce que l'intégration, c'est quelque chose d'important et elle se fait par la langue. Et je pense que dans ce pays qui souffre de troubles communautaires et de visées politiques qui ne disent pas toujours leur nom. Bruxelles souffre de cet aspect où on ne désigne pas le français suffisamment clairement comme identité bruxelloise. La langue française est la langue de Bruxelles. Et je pense que si clairement le migrant arrive, s'installe, choisit sa langue, qui peut être l'autre langue du pays, mais donc clairement, il se sent fier de pouvoir la parler. Eh bien ça, c'est quelque chose aussi qui doit être renforcé. C'est l'apprentissage du français et tout naturellement, l'amour du français l'accompagne d'ailleurs. Oui. Oui, Georges Verzin. Évidemment, c'est le point de départ, qui est un langage commun entre tous ces langages qui cohabitent aujourd'hui sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Mais il est un deuxième message que je pense que nous pouvons délivrer tous les deux et qui est aussi essentiel. C'est l'accès à l'emploi, la formation et l'égalité de tous devant l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne réussirons des stratégies et des politiques d'intégration que dans la mesure où nous produirons nos établissements, nos écoles et les cycles de formation, produiront des hommes et des femmes qui ont une chance de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Il est illusoire de croire que l'on pourra intégrer des communautés quelles qu'elles soient sans qu'il y ait un accès à l'emploi et une intégration économique. Et donc, les deux sont intimement liés. Il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas admettre
le différentialisme au nom de l'inégalité d'accès à l'emploi. Il faut travailler à la fois sur l'une et sur l'autre des stratégies. Et les deux sont indissociables, évidemment. Alors, je vous interrogeais il y a un instant en disant que vous êtes les détenteurs de l'autorité publique. J'entends bien que vous êtes bien d'accord l'un et l'autre. Mais en tant que citoyen belge, j'ai pas l'impression qu'il y ait unanimité, si vous voulez, sur le plan de la politique dans notre pays à propos des questions que nous évoquons. Je sais qu'il y a des communes, par exemple, ce n'est pas la vôtre, Georges Verzin, mais je sais qu'il y a des communes où l'on sert des plats particuliers en vue à destination d'une communauté particulière dans les écoles, dans les prisons. Donc, je m'interroge un petit peu. Je vois bien votre volonté, je comprends fort bien le trajet que vous tracez, qui me paraît tout à fait juste, mais êtes-vous suivi, en fait? Absolument, absolument. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour vous dire que dans une commune bruxelloise qui n'est pas Schaerbeek, mais qui est Molenbeek, l'expérience de l'alimentation différenciée a été menée par le bourgmestre en place, et Françoise Quépens, que nous connaissons par ailleurs, me disait il y a quelques jours que le bourgmestre et le collège des bourgmestres échevins a renoncé à cette expérience. Pour deux raisons. C'est trop difficile? Pour deux raisons. Parce que d'abord, au niveau pratico-pratique, c'était effectivement extrêmement compliqué. Mais surtout, parce qu'à l'intérieur d'un réfectoire scolaire, vous organisez des groupes et des sous-groupes d'enfants selon l'alimentation qu'ils prennent. Et prenez l'exemple d'un petit musulman dont les parents leur auraient dit aller au repas normal de l'école, quand bien même il n'y aurait pas de porc. Il sera immédiatement fustigé par ses camarades qui, eux, mangent de la nourriture halal. Et donc, c'est ça qui n'est que ça. Vous recréez les conditions de l'affrontement en communauté à l'intérieur même d'un réfectoire scolaire. Et c'est ça que nous voulons éviter. Et je pense que l'expérience de terrain qui a été menée in concreto par le bourgmestre et par le collège des bourgmestres échevins de Molenbeek a révélé effectivement toutes les limites et l'incohérence du système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'on ne se trompe pas. Quand le pouvoir public fixe des balises claires, il ne stigmatise pas une communauté. Il n'empêche pas cette communauté d'avoir d'ailleurs son identité, ses propres croyances et ses pratiques culturelles. Mais il lui dit, vous vous intégrez dans un cadre où il y a ce socle de valeurs, de respect de chacun et où il y a échange. Et à ce moment-là, eh bien, en faisant cela, eh bien, vous défendez même cette communauté et vous lui permettez l'émancipation. Et c'est vrai pour les jeunes filles, mais c'est aussi vrai pour les garçons, dans le sens qu'ils se mettront, ils vont s'épanouir et automatiquement, Georges parlait du marché du travail, ils pourront mieux s'intégrer et se réaliser et être, au fond, ce produit d'une société double, d'un pays d'origine dont ils auront les racines et d'un pays qui les a accueillis, qui deviendra leur pays et qui est leur pays dont ils parlent la langue. Et c'est cela qu'il faut réussir. Et je pense qu'il y a eu trop de compromis et, il faut le dire, d'électoralisme, parce que, bien entendu... les accommodements raisonnables, par exemple. Voilà, et avec ces accommodements raisonnables, je pense que la Belgique doit marquer véritablement un stop en disant non. C'est fini. On a été trop loin. Alors c'est très difficile. En tenant compte, bien entendu, de la situation de certains pays, l'Angleterre, le Canada, etc. Oui, j'imagine que nous avons pris des leçons. Oui, il faut tirer les leçons de tout ce qui n'a pas fonctionné au détriment du bonheur des gens. Du bonheur du pays d'accueil et des citoyens qui souvent se sentent étrangers dans leur propre quartier. Je peux vous dire que dans certains quartiers de Lac, il n'y a plus une côtelette de porc à trouver. Je trouve que ce n'est pas non plus normal qu'on se sente étranger dans son propre quartier. Et donc, à un moment donné, le pouvoir public doit équilibrer les choses et fixer des balises claires en disant là, vous touchez à notre socle de valeurs. Voilà. Je crois que c'est tout à fait pertinent. Ce qui est fondamental, c'est que tout le monde entende bien que nous avons tous le plus profond respect pour les convictions religieuses de chacune des communautés. Mais ces convictions religieuses ressortissent à la vie privée des personnes. Dès que nous rentrons dans l'espace de la vie sociétale, de la vie en commun, ces convictions religieuses doivent s'estomper au profit de la loi. La loi qui a été dictée à travers les parlements démocratiques, qu'ils soient au niveau européen,
fédérale, régionale, communautaire et locale. Et donc, dès qu'on comprend cela, on peut effectivement trouver les conditions de vivre ensemble. Par contre, effectivement, si on le renie, à ce moment-là, on crée les conditions de l'affrontement. Et c'est effectivement, je pense, la dérive que le Canada a connue. Au nom de la tolérance, le Canada a accepté des accommodements raisonnables. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que finalement, ces accommodements dits raisonnables n'ont servi que de marchepied à une demande de musulmans extrêmement fondamentalistes, marginaux, qui ne sont en rien représentatifs de la masse de l'ensemble des islams qui coexistent dans le pays et dans le monde. Et donc, au nom de ces accommodements raisonnables, on leur a permis de rentrer dans une stratégie d'escalade qui, de plus en plus, exclut, élimine et empêche le vivre ensemble. Et donc, c'est ça qu'il faut empêcher. Et c'est ça qu'il faut empêcher, non pas au nom des valeurs occidentales, comme Marion le disait tout à l'heure, au nom simplement du respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, qui, plus que jamais, doit être défendue par tout le monde. Mais c'est ça la laïcité. Et au fond, où la Belgique a des difficultés, c'est parce qu'elle n'a jamais inscrit la laïcité dans sa constitution. Je pense que ça, c'est une réflexion qui devrait avoir lieu au niveau du Parlement fédéral. Et au moment où on parle de beaucoup d'articles à réviser, j'ai l'impression que ça, c'est un article important dont il faudrait ouvrir la réflexion. Eh bien, je vous remercie, Marion Lemaire, Georges Verzin, pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de vous faire parler des fameuses assises, puisque les partis politiques, les groupes de réflexion philosophique et religieuse participent à des assises. J'aurais voulu vous demander, mais je ne pourrais pas le faire, ce que vous pensez de ces assises et sur quoi elles peuvent aboutir. Je vous remercie pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Et voici maintenant quelques informations du monde de la laïcité. Ça se passe près de chez vous. Voici quelques activités laïques inscrites à l'agenda des prochaines semaines. Dans le cadre du cycle « La pauvreté nous regarde tous », une conférence débat intitulée « La pauvreté regards locaux » se tiendra le mardi 30 novembre à 19h30 à la Louvière. Un café palabre intitulé « L'Église dans tous ses états » est organisé le lundi 6 décembre à 20h à Louvain-la-Neuve. Antoine Van der Hagen donnera une conférence sur le thème « L'Europe, le traité de Lisbonne et la laïcité dans les institutions européennes » le jeudi 9 décembre à 20h à Ammenil. Les nouveaux enjeux du féminisme seront au cœur des rencontres de la laïcité, de l'égalité et de la mixité, Fraternité 2010, le vendredi 10 décembre à 19h30 à Bruxelles. Situé au cœur de Bruxelles, le point Info Laïcité est un centre d'information proposant à tout citoyen une information complète et actualisée sur la laïcité organisée en Belgique. La revue numéro 78 de La Pensée et les Hommes est consacrée à Francisco Ferrer, Changer le monde par l'école.